C'est le vilain petit canard qui, quand il se voit dans la mare, il voit un joli signe. Alors, la résilience, c'est l'art de rebondir. Alors, c'est une manière de voir les choses et une manière de les vivre. C'est essayer de rebondir. C'est l'art de rebondir en conjuguant deux qualités qui semblent contradictoires. D'un côté, résistance à, et en même temps, flexibilité pour. Alors, résistance à la pression, à l'usure du temps, au stress, et en même temps, assez de flexibilité pour vivre le changement. Prenons l'exemple d'un avion. L'avion, la résilience, c'est un terme qui nous vient de la mécanique, des matériaux. L'avion aura une autre résilience dans sa construction et dans sa consistance qu'une boule de pétanque. Tout à fait. Le matériau de la boule de pétanque n'est pas le même qu'un avion. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de c'est là, lorsque la boule de pétanque va frapper le sol, il ne va pas y avoir de modification dans le matériau. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ping, elle va rebondir sans se casser. Voilà, c'est ça. L'avion, lui, il doit résister à des pressions, et pendant qu'on y est maintenant, on inverse les rôles. Moi, j'aime bien aussi être celui qui pose des questions de temps en temps. L'avion, quelles sont les pressions au pluriel auxquelles il est soumis? Mais d'abord, au décollage, il est confronté à l'air, il fait face à l'air, donc il résiste. La pression. Et puis il y a aussi l'atmosphère en haut, lorsqu'il est en haut, je pense que ça peut être pareil, non? Et puis, je dirais la différence de température aussi. Voilà. Quand vous regardez, au fur et à mesure que vous vous élevez, la température, elle baisse. Bien sûr. Ça arrive à moins 50. Donc l'avion doit résister à ça. Et oui, et apparemment, il y a le frottement à la chaleur. Voilà, donc c'est ça la résilience. Oui, alors, le côté conjuguer la capacité de résister à, pourquoi pas l'appliquer au stress, et en même temps, assez de souplesse. Bon, l'avion, c'est pas un oiseau. Ses ailes ne volent pas. Alors, mais en même temps, ses ailes sont assez flexibles pour bouger. Dans le cas d'un être humain qui a subi un choc, par exemple, un viol ou une agression quelconque, pour que cette personne puisse... Qu'est-ce qui lui donne cette capacité de résilience, justement? Mais... Bon, il y a la différence de terrain, on en parle tous le même terrain, mais en tout cas, ce qui est un passage obligé à tous les coups, c'est qu'on ne lui inflige pas ce que j'appelle la double peine. La double peine, c'est ce qu'elle a subi et d'être condamnée à tout jamais au mutisme. Pas au silence, au mutisme. C'est un devoir qu'elle a, c'est pas seulement un droit, pour moi c'est un devoir qu'elle a, de pouvoir dire ce qu'elle a subi, parce qu'en le disant, on prend congé d'eux. Ciao, ciao. On prend congé d'eux. Et on sait ce qu'on a à pardonner ou à se faire pardonner. Voilà. Et ce qui est très important aussi dans le cas de la résilience, je pense que l'entourage joue un rôle très important. Oui, d'ailleurs, en termes de résilience, la résilience, c'est l'art de rebondir en conjuguant deux qualités. Résistance à, mais pas résistance, rigidité. Voilà. Qui peut emmener à être brisé, à se briser. Ah oui, c'est pas ça. Voilà, tout à fait. Résistance à, mais pas rigidité. Et en même temps, souplesse, mais pas laxisme. Bien sûr. Et alors, on parlait dans la résilience, on parle aussi du tuteur de résilience. Qu'est-ce que c'est le tuteur de résilience? Le tuteur de résilience, c'est la personne ou bien l'institution qui vous a aidé à rebondir. Voilà, qui vous accompagne dans ces... Oui, et qui vous permet, par la qualité de son écoute, de rebondir, de dire les choses pour que justice soit rendue, mais pas pour que vengeance soit exercée. On sort du déni et on renonce au désir de vengeance. Très bien, alors c'est intéressant, maintenant on a abordé cette résilience. J'aimerais, à quel moment pourrait intervenir le manque d'estime de soi, justement, lorsque quelqu'un a subi on va revenir sur la personne qui aurait eu un traumatisme important. À quel moment pourrait intervenir la mauvaise estime de soi? Oui. Alors, ça dépend, c'est fonction de l'éducation qu'on a reçue. Alors, il est évident que, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un schéma sur la communication. Oui, alors, la personne qui est dans le système A et B communique, c'est le système que Dieu avait voulu avec nous, avant le péché et même après. Ça permet d'avoir une bonne estime de soi et une bonne information de soi. Mais une personne qui est dans un système hiérarchisé et où la relation, elle vient d'en haut vers le bas, avec le non-droit au retour, elle ne va pas développer une bonne estime de soi et une bonne information de soi. Alors, la bonne estime de soi intervient quand on a une relation horizontale et pas verticale. Dieu a envisagé avec nous, par l'incarnation, une relation
horizontal. Dans sa verticalité, il est descendu jusqu'à nous en Bien Christ. sûr, tout à fait. Et il a envisagé un partenariat avec nous. Bon, c'est vrai qu'après, le péché a compliqué les choses. Alors, quand une personne est victime d'un traumatisme, si on la condamne à rester, pas silencieuse, mais muette, je fais la différence entre mutisme et silence, eh bien, on lui inflige une double peine. Et la mauvaise estime de soi intervient selon le modèle relationnel qu'on a établi, selon la communication qu'on a mise en place. Est-ce qu'elle était horizontale ou verticale? Est-ce qu'elle était mutuelle et réciproque ou à sens unique? Il y a des systèmes où on vous demande d'obéir sans réfléchir. Ça, je ne valorise pas, moi. Bien sûr. Parce qu'on a une intelligence. On est invité à se positionner, à poser des actes. Bien sûr. Alors, la mauvaise estime de soi peut intervenir dans l'éducation qu'on a reçue. Si elle est verticale, descendante, unilatérale, Où tout est imposé, où tout est imposé, surtout dans l'expression des sentiments. Voilà, et puis il n'y a pas l'espace ni le temps pour avoir une bonne estime de soi et une bonne affirmation de soi. Et quelqu'un qui a été victime d'un abus, c'est le pervers qui va lui faire croire que c'est bien fait pour elle parce qu'elle a cherché. Bien sûr. D'accord. Alors ça peut bloquer quelqu'un, ça. Tout à fait. Et c'est un petit peu le cas dans certaines circonstances de la vie sociale, et je pense que l'actualité nous donne beaucoup d'exemples, où on voit que beaucoup de personnes ne sont pas reconnues dans des traumatismes violents. Oui, et c'est compliqué parce que, bon, on peut parler d'un idéal, mais il y a aussi la réalité du travail. Bien Combien de gens sont reconnus dans la violence qu'ils subissent au travail? Alors je sais bien que nous, Français, on est des râleurs. En France, il y a 60 millions de râleurs, mais en même temps, que fait-on de la souffrance au travail? Ouais. Vis-à-vis par rapport, je veux dire, effectivement, par rapport à des traumatismes, ne serait-ce que verbaux. Oui, des formes de... Comment on peut De harcèlement. Du harcèlement, voilà, moral, ou des sous-entendus. Ou quelquefois aussi, on ne reconnaît pas donc, le travail de quelqu'un. Oui, c'est un déni. Voilà. Exactement. Et ça, c'est une atteinte à sa personne et à sa dignité. Tout à fait. Donc le pardon arriverait, on a envie de dire, lorsque toutes ces démarches sont accomplies, la personne se sent en position de pouvoir pardonner. Oui, d'être pardonné et de pardonner. C'est toujours... pardon, c'est un échange. Il y a le pardon qu'on donne et celui qu'on reçoit. Donc un pardon que l'on donne comme cela sans qu'il y ait reconnaissance ou identification de la faute ne sert de rien. Non, c'est un faux pardon. Et ce n'est pas le pardon que Dieu souhaite. Non, c'est pas un pardon. Voilà. Non. Il faut savoir ce qu'on a à pardonner et à se faire pardonner. Parce que dans le cadre, je m'excuse, dans le cadre de notre relation avec Dieu, effectivement, Dieu met le droit sur nos fautes. Et il nous dit, tu me demandes pardon pour cela. Et à ce moment-là, le pardon entre en... Oui. Et chaque fois, la démarche reste la même. Chaque fois, si Dieu met le doigt sur, lui il sait déjà, mais nous ne savons pas. Bien sûr. Et chaque fois, le pardon que l'on donne ou qu'on reçoit, chaque fois, ce n'est rien d'autre que de prendre ce qui avait déjà été fait au ciel et de le faire venir sur terre. Le pardon que j'accorde n'est rien d'autre que le rappel du pardon que Dieu avait déjà accordé dans le ciel. Ce n'est jamais l'humain qui conditionne le divin, c'est toujours le divin, y compris dans le pardon, qui conditionne l'humain. Je me réclame, je me revendique du pardon qu'il a accordé en haut. Ce n'est pas le mien qui conditionne le sien, mais c'est le sien là-haut qui conditionne le mien. Tout à fait. Est-ce qu'on est d'accord sur cette idée de base? Absolument. J'aime beaucoup, en tout cas, le terme de conscientisation dont vous avez parlé. D'accord. Parce que souvent, il y a un déni de beaucoup de fautes et des rancœurs naissent et se maintiennent. Et surtout dans le sein des églises, hein, quelquefois, parce qu'on a peur de faire face. C'est une forme d'immaturité, d'ailleurs. Oui. Et le déni est une forme d'immaturité. Mais en même temps, on se met tacitement du côté on est complice du prédateur. Oui. Et je profite d'ailleurs de l'occasion, maintenant, il me vient quelque chose à l'esprit. C'est très important pour guérir d'un préjudice. Je ne parle pas du fait, mais de ses effets. D'accord ? C'est très important pour le psychologue de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un rite de passage. Alors, un rite de passage, c'est une cérémonie dans le temps et dans l'espace. Et un rite de passage, je vais après donner quelques exemples, il a toujours 3 temps, dans l'ordre que je vais présenter. Un rite de passage, c'est toujours dans le temps et dans l'espace. Premièrement, on marque une séparation ou une rupture avec. Deuxièmement, le nouvel apprentissage.